Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo où on va discuter un peu aujourd'hui. Donc on va parler de En route pour l'UFC, de ma signature à l'UFC. On va faire un petit retour sur notre épopée jusqu'à maintenant et puis une petite projection sur le futur à la fin. La chaîne YouTube se crée en 2017. Au début, il n'y a pas vraiment de construction, d'objectifs ou quoi. C'est juste, voilà, il n'y a personne qui parle de MMA dans le monde et en France encore moins. Mais il y a certaines chaînes qui existent, mais c'est plus des chaînes où on te montre des techniques de combat, etc. Mais même en France, il n'y en a pas. Et donc, je me dis, je vais faire une chaîne. À l'époque, sur YouTube, c'était plus du podcast avec les Norman, Cyprien, etc. Donc, je vais faire une chaîne où je vais parler de sujets dans le MMA pour agrandir, on va dire, entre guillemets, la visibilité sur ce sport qui n'était pas du tout légal. Très peu de gens connaissaient. Quand on parlait de MMA, on avait juste la droit à la blague MMA, zéro tracas, zéro blabla. Donc c'était vraiment une autre époque. Donc ça commence comme ça, tranquillement. Je suis pas très régulier, je fais des petites vidéos, des petits trucs. En attendant, moi je suis déjà professionnel, il me semble, à ce moment-là. Donc je commence à m'entraîner, à plus ou moins, on va dire, poser des objectifs, me dire qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je prends le MMA vraiment au sérieux ou pas, sachant qu'il n'y a vraiment pas de visibilité, il n'y a pas de Français à l'UFC, très peu en tout cas, ou je crois qu'il n'y en avait pas du tout à ce moment-là. Donc faire du MMA, c'est plus un hobby qu'un travail ou quelque chose qui peut devenir vraiment où on peut faire une carrière évoluer. Partant de ce fait, moi je fais mes études, mais à côté j'aime bien produire, créer du contenu. Donc je me mets dans ce que j'aime bien, le sport et plus particulièrement le MMA. Comment on arrive du coup au process de En route pour l'UFC, donc la série? C'est assez simple en fait, je me dis, il y a un truc qui manque quand même dans le sport, c'est de pouvoir vraiment suivre un athlète, mais du commencement au top. C'est-à-dire, mais là je parle pas seulement du MMA, je parle de la boxe, je parle du foot, du handball, de tous les sports confondus. Souvent on a juste des docus qui arrivent sur les légendes, quand ils sont en fin de carrière, quand ils vont arrêter, etc. Mais on sait pas trop tout le cheminement qu'ils ont eu avant pour devenir ces légendes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quel a été leur travail, les moments de doute, leur entourage, qu'est-ce qu'ils ont dû changer. Parce qu'on ne devient pas le meilleur de ton sport ou très très bon dans ton sport à très très haut niveau, etc. sans faire ses choix plus jeunes, toutes ces choses. Par exemple, il y a un docu que j'avais kiffé, c'était le docu de Serena Williams, tu vois. Je trouve qu'ils l'ont vachement bien fait, où tu vois comment son père a construit sa carrière au fur et à mesure. C'est des choses qui sont assez importantes quand tu es un sportif et surtout que tu n'as pas de sportif dans ta famille, pour expliquer un peu ces étapes, comment tu construis une carrière, à quel moment il faut savoir ralentir, dire non au sponsor, dire non à telle chose, etc. Quand tu n'as pas une famille de sportifs ou des agents sportifs autour de toi, etc., où c'est pas un sport qui est encore assez reconnu, où il y a vraiment un chemin à tracer, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, on va faire une chaîne YouTube pour éduquer le public et les futurs combattants. Et c'est moi qui vais essuyer les plâtres, je serai l'acteur principal de cette série, où l'objectif, donc on a choisi un objectif assez audacieux, l'UFC, donc qui est la plus grosse organisation mondiale de MMA. Donc ça a fait parler, ça a fait un peu de bruit, voilà, certains m'ont donné de la prétention de ce genre de choses, mais l'objectif en vrai c'est plus de montrer le chemin, parce que c'est ça l'important, le chemin pour y arriver, et peut-être qu'on va pas y arriver. Mais dans la vie, comme on dit, la chance sourit aux audacieux, donc j'ai un objectif, mais plutôt que de le garder juste pour moi, j'ai décidé de l'annoncer public, j'ai un objectif, j'ai des sous-objectifs et des étapes pour y arriver. Donc j'ai un plan. Maintenant on va le montrer en vidéo tout ce qui se passe pour y arriver et que des fois le plan change, il y a des embûches, etc. Mais tant qu'on lâche pas et qu'on va dans la direction, il y a moyen d'y arriver ou pas, ou d'y arriver pas loin, tu vois. L'objectif c'est de pas avoir de regrets dans la vie. Donc je me suis dit voilà, on va faire une série autour de tout ça pour vraiment montrer l'intérieur du MMA. Qu'est-ce qui se passe, la réalité, parce qu'il y avait beaucoup de clichés, de on dit, de ouais, non, apparemment c'est ça, etc. Et moi qui étais pro dans le truc, je me disais, mais c'est n'importe quoi, les gens ne sont pas au courant de la véracité du truc, on est mal payé, souvent c'est très précaire, les endroits où on s'entraîne, ou même dans les orgas où on va, les vestiaires, etc. Voilà qu'il y a vraiment une lumière sur tout l'écosystème pour que les gens ils savent dans quoi ils s'engagent quand ils disent je veux être combattant UFC ou quelque chose comme ça. Et donc on lance la série En route vers l'UFC. Donc moi j'avais déjà à ce moment-là pas mal de combats pro, je dois en avoir peut-être 13, 12. En tout cas j'en ai plus d'une dizaine, ça fait quelques années déjà que je fais du MMA, donc je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais, juste je sais pas comment on va à l'UFC. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que la série s'appelle En route vers l'UFC et on va voir petit à petit
quels ont été mes choix pour y arriver. Ça aurait pu être d'autres choix, hein, ça aurait pu être fait autrement, mais de quelle façon moi j'ai choisi de le faire. Quand je lance la série, la plus grosse problématique qu'on a rencontrée, c'est que c'est nouveau ce qu'on propose dans les sports de combat, surtout en France, et on avait énormément de mal à ce qui est une communication autour des boxeurs ou des combattants de MMA. On était plus dans une époque où voilà, faut pas parler de ce que tu fais à la salle, faut pas montrer tes sparring, faut pas faire des photos, nanana, faut pas trop se vendre en fait, parce que ça voudrait dire que tu te la racontes, t'es pas humble. Enfin voilà, c'était très important d'être un combattant humble. Et fallait pas montrer tes sparring, fallait pas montrer ce qui se passait à la salle, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup d'idées autour de tout ça. C'était un milieu très fermé. Donc moi j'ai pris le risque, j'ai pris sur moi de le faire. Et pas par souci de prétention, etc. ou de je ne suis pas un, parce que pour moi il n'y a aucune corrélation entre filmer ce que tu fais à l'entraînement ou mettre en avant des choses ou se vendre et être humble. Genre les deux peuvent aller de pair, peuvent aller ensemble. C'est juste la façon dont tu t'exprimes, ce que tu mets en avant, etc. Vis-à-vis des sparring, des vidéos d'entraînement, de montrer ce qu'on fait à la salle, etc. Moi je trouve que c'est pas un énorme problème parce que déjà on choisit ce qu'on montre. Si on veut aiguiller des gens qui pourraient regarder comment on s'entraîne, etc., qu'est-ce qu'on prépare, on peut, en faisant un montage un peu différent, montrer quelque chose de tout autre et surprendre le jour J si c'était un adversaire qui regardait. Deuxièmement, si ton adversaire il passe son temps à regarder tes vidéos, c'est qu'il est t'es un peu dans sa tête quoi, donc il est un peu plus concentré sur toi que lui sur lui-même. Et moi, étant donné que je combats plus à l'étranger qu'en France, je vois mal un étranger se taper 150 épisodes de En route vers l'UFC en français, ce qui est une langue très peu parlée en vrai. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème et les montages sont toujours faits de façon à ce que c'est compliqué vraiment de voir en fait ce qu'on fait à l'entraînement, qu'est-ce que je travaille. Voilà, c'est plus vraiment du divertissement sans trop non plus rentrer vraiment dans la spécificité de mon camp, de qu'est-ce qu'on travaille contre l'adversaire, etc. Ça arrive dans les vidéos après combat généralement. Donc voilà pour ça. Et aussi en route pour l'UFC, même les vidéos qu'on produisait, etc. C'était aussi une façon pour nous de peut-être pouvoir vivre du sport, de communiquer dessus, de pouvoir attirer potentiellement des sponsors qui voudraient travailler avec nous parce que l'image qu'on produit leur plaît et à laquelle ils voudraient s'associer et qui me permettrait à moi en tant qu'athlète vraiment de pouvoir me consacrer à 100% de mon sport parce que c'est très dur de performer à haut niveau en MMA et t'es presque obligé d'être à temps complet, focus sur les MMA. C'est très rare les cas de personnes qui travaillent en même temps et qui performent à très haut niveau. Et donc de se produire sur internet, que ça marche aussi, que ça fonctionne, qu'on fasse des belles vidéos, c'est de l'investissement. J'ai investi beaucoup de mon temps et de mon argent pour que ça fonctionne, en visant le long terme, en me disant voilà, sur 3, 4, 5 ans, ça va m'aider à être un meilleur combattant parce que j'aurai plus de moyens pour payer plus de gens et pas pour vivre la belle vie, tu vois, c'est pour maintenant pour avoir un préparateur mental, préparateur physique, quelqu'un qui peut filmer, monter, avoir mon kiné, mon head coach, mon striking coach, tous ces gens, tu vois, pouvoir me déplacer, aller faire des camps à l'étranger, de pouvoir vraiment investir dans ma pratique. Donc ça, pour moi, c'est parti de YouTube et j'ai eu aussi la chance ou pas d'être un des premiers à avoir commencé et donc forcément, quand il y a moins de gens, il y a moins de compétitivité sur YouTube et c'est plus simple de percer entre guillemets, même si ça reste quand même compliqué. Alors est-ce que quand j'ai lancé la série je pensais que j'arriverais à l'UFC, à signer, etc. Pas du tout. Alors à des années-lumière du truc, mais en fait c'est simple. Je vais pas dire je me suis mis dans le développement personnel, mais en fait je cherchais un moment sur internet et tout, parce que pour moi internet c'est vraiment la connaissance à portée de main. Je me disais il y a forcément un tronc commun entre tous les gens qui ont réussi, où il y a une méthode, il y a une technique pour réussir à atteindre ses objectifs, tu vois. Comment telle personne qui est partie de rien, elle a réussi, et telle personne aussi qui est partie de rien a réussi, que ce soit dans le business, le sport, etc. Moi, je cherchais les similitudes et tout, et du coup, à chaque fois, ce qui revenait, c'était avoir un objectif, un plan, travailler avec constance, pas lâcher, etc. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui disent ça quand même quand tu regardes des interviews, je sais pas, de Jay-Z, machin, etc. Tu vois, ils disent tous ça. Et souvent, on a tendance un peu à prendre ça par-dessus la jambe, genre ouais, c'est le discours successful story que tout le monde te sert. Je me disais, tu sais quoi, on va essayer pour de vrai. Je vais me concentrer à 200% dessus. Mon objectif, c'est ça. Je sais pas si je vais y arriver. Tu vois, c'est vraiment une chimère, un mirage, un truc qui est loin, mais on vise le truc et on va voir où on va arriver. Donc non, quand j'ai lancé, je pensais pas que j'y arriverais, en tout cas que la série fonctionnerait, que je ferais des super résultats. Mais par contre, tout le travail que je faisais était concentré pour faire des bons résultats et pour que la série elle fonctionne.
Donc, bah, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas de regret. C'est plus ça l'objectif, c'est de pas avoir de regret et de vraiment se mettre à 100% dans le truc. Et il y a beaucoup de chances que ça fonctionne. Ou que si ça fonctionne pas, tu fais une erreur, tu vois l'erreur elle est où, tu corriges l'erreur, tu te rapproches encore plus de ton objectif. Et du coup, dans la série, bah, à un moment, les choses commencent à vraiment bien s'enchaîner. On prend pas mal de victoires, on arrive au Cage Warrior, on fait un peu de buzz, même beaucoup au moment où on prend la ceinture, etc. Le MMA est pas loin d'être légalisé. Et on arrive aux défaites les plus dures de ma carrière, donc où j'ai vraiment douté. On va dire que le vol de la ceinture que j'ai subi avec Vucenic, ça a été compliqué, mais c'était pas encore un moment de doute parce que c'était quand même un truc qui était très flagrant et qui a fait beaucoup de bruit un peu partout. Donc c'était relou, mais c'était récupérable encore. Par contre, le combat d'après où je me blesse du coup contre Paul, et pareil où je perds décision majoritaire, qui est encore une décision un peu où on peut discuter, là je me dis... Ouais, là je doute beaucoup parce que bah, déjà je suis off pendant longtemps, le MMA ça devient légalisé en France, moi je suis du coup en perte de vitesse, un peu enterré et je peux pas recombattre, bah, au moins j'ai mis 1 an avant de recombattre et le MMA c'est un sport qui va très vite, donc en France avant ce moment là on va dire que j'étais vraiment un des plus cotés, un des plus connus, donc ma signature à l'UFC aurait été vraiment facilitée au moment de l'UFC Paris 1, mais là avec le MMA qui est légalisé, beaucoup de combattants MMA français, d'autres mecs qui commencent à avoir de la hype, qui lancent des chaînes, etc. Mon profil commence à descendre un petit peu. Je suis off, je suis blessé, j'ai pris 2 défaites de suite. Ouais, c'est une période où j'ai beaucoup douté, où je me suis dit bah peut-être que c'est mort l'UFC, que la série elle va devoir changer de nom et ou que je vais devoir faire autre chose ou viser une autre organisation, voilà, changer un petit peu la vision de la carrière. Mais je me dis quand même, tu sais quoi? Faut pas lâcher, je suis encore très jeune, on sait jamais. Vu mon âge, j'ai encore 3-4 ans où je peux enchaîner les victoires pour signer à l'UFC. Et c'est pas 2 défaites serrées sur des ceintures du Cage Warrior qui vont m'en empêcher. Donc ça vient aussi du fait de déjà croire en soi, connaître mon niveau, savoir là où j'évolue, voir les défaites que j'ai prises. Est-ce que c'est vraiment des très grosses défaites, genre je me suis fait arracher? Non. Donc en partant de ce point de vue, c'était un peu moins chaud qu'au début, mais là pour arriver à ce point de vue que j'ai mis au moins 7-8 mois de réflexion sur moi-même pour y arriver, donc ça a été une période de doute, c'est une période très longue, ça a été une période compliquée à l'entraînement, partout même, et le truc ça a été de vraiment me focus sur le fait de garder la constance dans l'entraînement. Ça je pense c'est le plus important, c'est de toujours continuer à aller m'entraîner et de faire combat par combat. Je continue à m'entraîner, il y a un autre combat qui arrive, on le prépare, on va pour le gagner, ainsi de suite. Et si l'UFC doit arriver, l'UFC arrivera. À un moment, c'était plus ça le mindset, c'était de continuer mon histoire. L'objectif, c'est toujours le même, mais c'était quand même vachement flou, surtout que l'UFC, c'est très compliqué d'y signer. C'est très compliqué de savoir où t'en es avec eux. Ils communiquent pas, il n'y a pas d'échange d'emails ou je sais pas quoi. Ouais, t'es bien, t'inquiète, bientôt on te signe, ça n'existe pas. Et ça peut tomber du jour au lendemain, comme ça peut ne jamais arriver. Je connais des combattants français, de la génération d'avant, qui méritaient d'aller à l'UFC, ils y sont jamais allés. C'était sur 10 victoires d'affilée, etc. Donc c'est très compliqué. Donc ouais, on a eu des gros moments de doute, mais moi j'ai essayé de contrôler tout ce que moi je pouvais contrôler. Donc mon exposition, mes performances, ce que je produisais et le côté sportif politique, le management qui ont combatté, qui ont choisi, quand on combattait, quel objectif dans le combat, qu'est-ce qu'on voulait qu'il ressorte. Voilà, tout était fait en sorte pour se faire remarquer par l'UFC ou faire les bons moves au bon moment, d'être intelligent, d'être pro et de produire ce qu'il fallait pour tendre vers cette direction et de faire toujours des choix qui me rapprochent de ça plutôt que des choix qui pourraient m'éloigner de ça. Donc ouais, sur les moments de doute, ce qui est bien, c'est que ça fait des années que je combats en MMA. Maintenant, j'ai quand même un gros réseau, on va dire, de gens influents et qui sont dans le MMA depuis plus longtemps que moi, 20-30 ans, à qui j'ai pu demander des conseils ou poser des questions. Donc par exemple Graham, le président du Cage Warrior, donc c'est quelqu'un qui a mis énormément de combattants à l'UFC, je parle de 150, quelque chose comme ça à travers Cage Warrior. Il manage des gars qui sont à l'UFC, et donc je lui ai tout simplement demandé
après les défaites, ouais, ce qu'ils pensaient que si je pouvais encore aller à l'UFC ou si c'était cuit. Comme ça, j'étais fixé. Parce que c'était vraiment une personne qui sait ce qu'il raconte. Tu vois. Je parle pas d'un tweetos qui tweet ou un mec dans son canapé qui dit ah, c'est mort avec ton record. Non, non, je parle des gens dans le business pour de vrai. Donc je lui ai demandé s'il pensait que je pouvais encore signer. Comme ça, j'étais fixé et sinon, j'aurais visé autre chose. Et il m'a dit directement non, non, mais bien sûr. Il m'a dit si t'enchaînes 3 ou 4 victoires d'affilée. Moi je te signe à l'UFC normal, t'as largement le niveau, t'es archi jeune, faut juste que tu sois positif et que tu gagnes et que tu fasses des finishes. Et du coup quand il m'a dit ça, et il y a la flamme qui s'est rallumée en moi. Genre ah c'est pas mort en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est que c'est beaucoup, tu sais pas où tu navigues. Là on va dire entre guillemets j'avais une lueur d'espoir et comme on dit l'espoir fait vivre. Donc à partir du moment où il m'a dit ça, et il sait ce qu'il dit, il m'a pas dit ça pour me faire plaisir, sinon il m'aurait dit direct non c'est cuit, c'est mort, oublie. Bah à partir de ce moment-là ça a redéclenché quelque chose, ça a changé beaucoup de choses et on s'est remis encore 2 fois plus dans la course, dans l'entraînement, dans tout, en se disant là c'est la dernière chance pour y arriver en fait. Il me dit t'as une fenêtre de 2 ans encore pour signer à l'UFC, faut juste que t'enchaînes les victoires et les finishes. Du coup ça je l'ai bien noté dans ma tête et on a bossé comme des acharnés avec mon coaching staff, donc Johnny, Karim, Rémi et tout un tas de gens pour vraiment viser de faire des perfs, faire des finishes, on va dire nettoyer ce qui a pu se passer sur la sale période qui a duré quand même 1 ou 2 ans. Hein. Et voilà, de revenir de plus belle, de faire le phénix renaître de ses cendres et de se dire ouais voilà, là on repart sur un nouveau run, on repart sur quelque chose de nouveau, on fait table rase et on sort un nouveau style, on sort des nouveaux trucs et on brille. Donc c'était l'objectif et tout ça part du fait que Graham m'a dit ouais c'est possible encore, t'as juste à enchaîner. Donc après le combat contre Silva, donc très content, on a eu un finish, combat maîtrisé de bout en bout. Je vais directement dans le vestiaire et Graham il vient me voir et il me dit ah tu m'as fait transpirer bâtard. Déjà, il me dit ça déjà parce que il a cru que j'allais pas finir Diego Silva, qu'on allait faire une décision. J'ai dit non t'inquiète, tout était sous contrôle, il n'y a pas de souci, on attendait juste le bon moment. Et après ça du coup il me dit bon on va faire ton visa pour les États-Unis directement, je t'envoie lundi les papiers à remplir pour faire ton visa. En gros l'objectif c'était de me faire un visa P1 je crois, donc un visa de travail américain pour que je puisse combattre sur le sol américain avec le Cage Warrior, et s'il y a un short notice UFC qui est arrivé à un moment, je puisse le prendre que ce soit en Europe ou aux États-Unis parce que j'avais le visa P1 et potentiellement peut-être faire un combat de plus pour le Cage aux États-Unis et être sur 4 victoires d'affilée, 4 finishes d'affilée, etc. De continuer en fait à build pour viser l'UFC petit à petit, combat par combat. Est-ce qu'à ce moment j'avais un espoir de signer à l'UFC après Diego Silva? On va dire oui et non. On va dire si sur un pourcentage de chance, moi je me donnais 20% de chance que je signe pour l'UFC Paris parce qu'on était le 21 juillet et l'UFC Paris c'était le 2 septembre, la carte était déjà bien avancée. Au niveau des contacts avec l'UFC, je savais pas trop où on en était. En tout cas, j'avais pas de contact clair ou que ce soit de Graham ou de Guillaume qui me disait ouais là je suis en train de parler avec l'UFC par rapport à toi. C'était juste des ouais t'inquiète. Graham me disait t'inquiète, moi j'ai parlé avec Shin Shelby et tout, il s'est quitté, il a ton profil, t'es le numéro 1 sur la liste, il y a une blessure et tout pour te faire rentrer, mais ça aurait été que du short notice ou du voilà. Pour moi c'était plus peut-être une semaine avant l'événement ou 2 semaines, une blessure, je rentre en short notice, peut-être même à 70 kg, pas dans ma caté, et c'est comme ça que ça aurait commencé là actuellement, parce que je pensais qu'il m'aurait fallu beaucoup plus pour convaincre l'UFC après ce qui s'est passé tout au cours de ma carrière. Donc dans la chronologie, là maintenant on est dans le temps présent à peu près. Donc après le combat, moi je parlais avec Guillaume, mon manager, et Graham Boylan, du coup le président du Cage Warrior, et je lui disais, je leur demandais un peu ouais pour l'UFC Paris, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça peut le faire, est-ce qu'on peut se placer dessus. Graham il me disait ouais moi j'ai rendez-vous avec les exécutifs de l'UFC. Ah oui, sur le combat du 21 juillet, très important, j'avais oublié. Dans la salle, il y avait des représentants de l'UFC quand j'ai combattu Diego Silva, parce que le lendemain à Londres, il y avait l'UFC Londres. C'est un truc que les Cage Warriors font régulièrement, c'est d'organiser juste avant l'UFC. Et souvent, il y a des mecs de l'UFC qui viennent regarder le Cage Warrior pour trouver des mecs à signer pour l'UFC. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui passent du Cage Warrior à l'UFC, c'est qu'il y a une vraie, je sais pas si c'est une collaboration, mais en tout cas, il y a une vraie entente
Ils viennent voir, ils aiment beaucoup le show, le niveau, les têtes qui y sont. En général, si tu réussis au Cage Warrior, souvent tu passes à l'étape supérieure à l'UFC. Je dis souvent, mais pas tout le temps. Parce qu'il y en a qui ne sont jamais passés à l'étape du dessus, malheureusement pour eux. Donc dans la salle, il y avait des représentants de l'UFC et Graham m'avait vraiment dit, c'est ton event, là à Londres, le 21 juillet. Il faut qu'il y ait des Français dans le public pour que les gars de l'UFC ils voient que tu ramènes du public. Et il faut que tu finisses le combat, il faut que tu tues Diego Silva pour les impressionner, que quand ils rentrent à Vegas, ils disent ouais, le Morgan Charrière, le français, il est vraiment bien, faut qu'on le signe, faut qu'ils aient envie. Donc j'avais ça en tête aussi sur le combat du 21 juillet, tout en ayant en tête qu'il fallait pas que je me blesse si je voulais l'UFC Paris derrière. Et du coup, là on est le 1er août maintenant. 1er août, donc Graham, moi je le relance en fait, parce qu'il m'avait pas encore envoyé du coup le lien pour faire mon visa. Moi je me dis, il faut le faire vite là, parce que le visa ça met du temps à se faire. Si je veux combattre aux États-Unis, du coup c'était au mois de décembre la carte du Cage Warrior, si je veux pouvoir enchaîner, il faut qu'il fasse vite mon visa, ou sinon moi je ferai un combat en septembre au Cage Warrior. Dans tous les cas, ce qu'on avait convenu avec Guillaume et Graham, c'était que je me tienne prêt pour l'UFC Paris, au cas où il y a un pull-out ou une offre. Donc direct après le combat, j'ai pris 3 jours off et j'étais de nouveau à l'entraînement. J'aurais fait mon coaching, etc. pour si même 2 jours avant l'événement, quelqu'un il vient pas ou il est blessé, je pouvais le remplacer. Donc ça c'est ce qui a été convenu dans tous les cas avec les managers, que je reste prêt pour l'UFC Paris. Et du coup, je parle avec Graham par texto et je lui dis ouais, ça en est où le visa P1. Du coup Graham me dit oui, mon avocat, parce que du coup c'est un avocat qui s'occupe de ça, mon avocat il a eu un accident de voiture, j'attends qu'il revienne et je t'envoie le truc. Je dis ok, ça marche. Donc là on arrive au 1er août, donc il m'envoie un message, il me dit ouais, faut que je t'appelle pour ton visa, je dois t'expliquer des trucs pour remplir la feuille avant de t'envoyer le lien, nanana. Et du coup le 1er août pour moi c'était une très grosse journée, je m'entraînais toute la journée, j'avais un tas de rendez-vous, je crois que j'ai fait 8h30, 20h sans m'arrêter. Du coup je dis à Graham, ouais aujourd'hui c'est chaud, franchement si on s'appelle demain ça m'arrange. Et Graham me dit ah non c'est pas possible, demain moi je prends l'avion, je rentre aux États-Unis, il faut qu'on s'appelle ce soir, enfin aujourd'hui obligé. Que moi je suis crevé et tout, le soir j'ai un anniversaire, je dois être présent. Je lui dis ouais vers 22h30, 23h on peut s'appeler. Il me dit ok ça marche, je serai dispo. Donc je fais ma journée, je vais au resto, le resto il est 22h, 22h30. Je vois que ça, la nourriture est pas encore arrivée, tu vois, c'est le moment entre où je peux me vesquiller le temps que ça arrive. Donc je me dis bon je le fais maintenant, comme ça après je vais manger, je suis tranquille, je fais ma soirée et voilà. Donc j'ai à Graham, tu peux m'appeler et tout. Il m'appelle. Est-ce qu'à ce moment je suis sur le point d'imaginer que cet appel va tout changer? Pas du tout, pas du tout. Je suis maxi sérieux, je suis saoulé déjà parce qu'il est archi tard. Il va me parler de visa, etc. Moi je suis à un anniversaire. Mais bon, voilà, c'est le boulot. Donc je sors et puis voilà l'appel. En fait, c'était juste une petite blague de sa part pour me faire une petite surprise, quoi. Pour m'annoncer que j'ai signé à l'UFC. Que je signe à l'UFC, que je combattrai à Paris sur la carte de Paris, que j'ai 5 semaines, 6 pour me préparer. Je m'y attendais pas du tout, j'ai même pas réalisé au moment de l'appel, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit et tout. Et puis après, quand je rentre dans le restaurant, je suis en train de marcher, je me dis, putain, ça y est, c'est fait. Est-ce que je pensais que ça serait comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Je pensais que j'allais galérer encore 2 ans facile à devoir faire 8 victoires d'affilée, tabasser encore plus de gens au Cage Warrior, etc. Au final, non, ce que j'ai fait, ça a largement suffi à l'UFC pour me signer, sans short notice, pour m'offrir un contrat de 4 combats, etc. Donc il y a quand même une reconnaissance de mon niveau, de ce que j'ai apporté en termes sportifs, de tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, au-delà des réseaux sociaux et de la chaîne YouTube, du soutien que je peux avoir, etc. Pour moi, c'est une reconnaissance sportive de mon niveau et de ce que j'apporte, d'avoir cette signature à ce moment-là, comme ça. Et c'est ça qui m'a fait extrêmement plaisir, d'avoir la reconnaissance de mes pairs, mais de mes supérieurs aussi, parce qu'on va dire que Graham, etc., c'est des gens qui sont dans le milieu depuis très très longtemps, même le Cage Warrior, Chin Shelby, etc. J'ai pas tous les détails de ma signature, je pense que je demanderai à Graham quand je le verrai, pour savoir comment ils en sont arrivés à me signer directement au contrat, puisque quelques mois avant, ça aurait été impensable. Donc moi aussi ça m'intéresse de savoir, donc je vous en dirai plus quand je le saurai. Mais en tout cas, c'est une belle ode à l'espoir, je crois que ça se dit. C'est une belle ode à l'espoir, ce qui s'est passé. Donc lâchez jamais,
lâchez jamais vos objectifs. Il y a toujours moyen. Faut juste y croire et faire les bons moves, s'entourer des bonnes personnes. Je pense que moi, c'est quelque chose qui a été très important, c'est de m'entourer des bonnes personnes, des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui sont dans le milieu depuis longtemps, écouter le conseil des gens tout en gardant ma direction, ce que je veux faire, ce que je veux apporter, mes valeurs, rester droit dans mes bottes comme on dit, et puis juste de viser l'endroit et de se donner les moyens. Je pense que c'est ça le plus important, de se donner les moyens à la hauteur de ses objectifs. Donc mes objectifs sont assez hauts, j'ai mis des moyens très hauts. Et j'ai pas envie de dire que c'est presque normal que j'ai signé, que j'ai eu mon contrat, mais avec tout ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, tout ce qui s'est passé, c'était presque sûr que ça arriverait un jour, à un moment. Je savais pas quand, mais ça arriverait un jour. Pour la suite, je sais pas si j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, on va continuer les vidéos YouTube. Mais vous attendez pas à avoir de série en route pour quoi que ce soit, où on vit ça, où on va faire ça. Je pense que j'ai déjà assez galéré jusqu'ici. J'ai déjà essuyé beaucoup de plâtre, de pots cassés, en étant innovateur et en essayant d'apporter quelque chose de nouveau. Je pense que je vais laisser tout ça maintenant aux chaînes YouTube qui en font leur métier, qui ont envie de communiquer là-dedans, ou à d'autres fighters qui veulent peut-être avoir de la lumière, de la visibilité. Nous on fera des vidéos quand ça nous plaît, pour le kiff, pour partager. On continuera quand même régulièrement, hein. Je dis pas qu'on va plus faire de vidéos, mais sûrement une fois par mois ou quelque chose comme ça. On fera des belles vidéos sur l'intérieur comme on fait toujours, peut-être sur les fight week, sur les combats, pour quand même communiquer autour de ce qui se passe. Mais je pense pas qu'il y aura une série comme il y a pu avoir pour arriver à l'UFC maintenant qu'on est à l'UFC. L'objectif maintenant c'est d'atteindre le plus haut que je peux. Donc je sais pas de quoi je suis capable, je sais pas jusqu'à où je vais aller. Ça se trouve je vais me faire taser et ce sera fini ou pas. Et donc ça, il n'y a que le futur qui nous le dira. Mais je compte pas mettre plus de pression sur les épaules que je vais en avoir sur les prochaines années. On est très sérieux, je suis très sérieux dans mon entraînement, je suis très sérieux avec cette signature. Je me suis arraché pour en arriver là et je vais pas tout gâcher en voulant trop communiquer, trop vouloir vous montrer, vous aider si vous allez à l'UFC, etc. Moi c'est maintenant que ma vie et mon histoire elle s'écrit. Donc avant c'était cool, mais maintenant c'est vraiment le départ, on va dire, du sérieux, du très sérieux. Donc il faut que je sois à 3000% concentré sur la suite pour écrire ma légende, performer et faire ce que j'ai envie de faire dans ce sport. Donc c'est impossible que je sois aussi focus sur les réseaux, sur la communication, etc. Donc vous aurez bien sûr, hein, attention je vais pas arrêter quand même mon kiff de créer, mais il y aura moins, il y aura peut-être un petit peu moins de proximité, déjà pour aussi moins me protéger, parce que je pense que je vais devenir de plus en plus connu, qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont m'attendre au tournant, de plus en plus de choses qui vont se passer. Il faut que je fasse attention, il faut que je me protège, que je protège ma famille et que surtout que je reste hyper concentré pour performer. Ça vient du fait de vivre, manger et faire que du MMA, faire que ça, de l'analyse, m'entraîner, dormir, bien me reposer et pas avoir trop de brouhaha extérieur qui vient me perturber comme ça a pu être le cas avant. On va dire que toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma carrière avant d'arriver à ce moment-là, elles ont été faites, elles ont été notées et je sais ce que j'ai pas à faire pour pas que ça me se reproduise. Donc l'objectif, je vais pas dire maintenant c'est de faire un parcours parfait, mais c'est de tendre le plus possible vers ça. Et donc on verra, hein. On verra, mais en tout cas l'objectif prioritaire ça n'est pas de faire du buzz ou des vidéos ou quoi que ce soit, hein. C'est de me péter à l'UFC avec les meilleurs du monde, c'est ça l'objectif. Donc forcément ça passe que par de l'entraînement, performer dans la cage, entraînement, performer dans la cage. Et puis on verra où ça nous mène, mais il y aura quand même des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester branchés, etc. On continuera à être actif, mais ce sera peut-être un peu moins que ce que vous avez eu avant. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est la fin d'un arc, n'hésitez pas à pleurer devant cette vidéo. On fait un petit concours dans les commentaires pour gagner le maillot 2023 The Last Pirate. Il y en a 2 à gagner, c'est ça que t'as dit? Il y a... généreux le T-Face, il y a 2 maillots à gagner dans les commentaires, donc banger total, sold out. Mais il y aura peut-être un nouveau drop parce que j'avais dit, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que s'il y avait une éclipse solaire, il y a moyen on sorte un nouveau drop du maillot.
Je pense que la signature UFC, on peut mettre pas loin de l'éclipse solaire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc il y a moyen qu'il y ait un nouveau drop. On vous tient au courant pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, petit commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez. Au courant de l'actualité. C'est tout pour moi sur YouTube. J'espère que la série vous avez kiffé. On vous la laisse, c'est la vôtre. Et puis maintenant il est temps d'aller écrire notre histoire.